Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle guerre entre la bande de Gaza et Israël? C'est en tout cas ce que laisse présumer le Hamas. Ce week-end, de nouvelles tensions ont eu lieu à la frontière sud de l'État hébreu avec tirs de roquettes palestiniens et répliques de l'armée israélienne. Opération de l'armée israélienne cette nuit en Cisjordanie. Tsahal est toujours à la recherche du meurtrier présumé du rabbin Raziel Sheva, tué le 9 janvier dernier alors qu'il circulait dans sa voiture près de l'implantation de Ravat Gilad, là où il vivait. 100 fois en 2 ans, c'est le nombre d'opérations lancées par l'aviation israélienne contre des cibles de l'État islamique dans le Sinaï égyptien. Une information publiée par les rédactions du New York Times, mais ni confirmée ni infirmée par l'armée israélienne. Rome et Ramallah liés par un pacte secret, c'est ce que révèle le quotidien italien L'Espresso. Le média assure qu'un accord aurait été passé dans lequel Yasser Arafat s'engageait à épargner l'Italie d'attaques terroristes. Voilà pour les titres, bonsoir à tous et bienvenue pour une heure d'information en direct. Nouvel échange de feu entre Israël et la bande de Gaza au cours de ce week-end. Israël et le Hamas observent un cessez-le-feu fragile depuis la fin de la guerre de l'été 2014, mais le mouvement terroriste l'a déclaré. Une nouvelle guerre avec Israël pourrait éclater rapidement. À Gaza, la situation humanitaire s'empire et Israël envisage sérieusement d'envoyer de la nourriture et des médicaments sur place. Lucas de Villepin. Gaza, un territoire au bord de l'implosion. Des responsables sécuritaires israéliens ont rendu leur rapport à Benjamin Netanyahou et les conclusions sont sans appel. La crise humanitaire dans le territoire palestinien conduit tout droit vers un nouveau conflit. Selon eux, Israël n'aurait d'autre choix que d'envoyer de l'aide humanitaire, des médicaments, de la nourriture et des produits de première nécessité. Le taux de chômage s'élève ici à plus de 40%. C'est l'un des plus élevés au monde. Les habitants de l'enclave palestinienne ne bénéficient que de quelques heures de courant par jour. L'eau est aussi devenue une denrée rare. Tenue par le Hamas, Gaza vit toujours sous blocus israélien et égyptien. En visite dans la région la semaine dernière, l'envoyé spécial de l'ONU au Proche-Orient a estimé que l'enclave palestinienne était menacée d'effondrement total. Pour lui, la situation risque de dégénérer de manière encore plus violente et meurtrière que par le passé. La tension est palpable sur le terrain. Vendredi, une nouvelle roquette a été tirée depuis Gaza vers Israël sans faire de blessés ni de dégâts. Le gouvernement israélien tient le Hamas comme responsable de toute attaque contre son territoire. Tsahal a répliqué en bombardant les positions de l'organisation terroriste. Et j'accueille en plateau Raphaël Jérusalemi, spécialiste militaire. Bonsoir. Alors, est-ce que Gaza est réellement au bord de l'implosion? De l'implosion, ce n'est pas sûr, car nul ne saurait prédire la réaction du peuple gazaoui à la situation difficile humanitaire qu'il affronte en ce moment. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est d'une part la politique du Hamas, qui à chaque fois qu'il y a d'énormes problèmes au sein de Gaza, essaye de reporter le mécontentement sur Israël. Donc tous les problèmes qui sont aujourd'hui, qui ont lieu aujourd'hui à Gaza, par exemple le problème de l'eau qui est extrêmement grave. Alors il faut savoir qu'il y a des usines de dessalination de l'eau offertes par l'UNICEF mais aussi par Israël, qui pourraient procurer de l'eau potable en grande quantité aux Gazaouis et qu'elles ne fonctionnent pas à cause de la dispute entre l'OLP et le Hamas à propos de l'électricité et du paiement d'électricité. Donc elles ne sont pas branchées. Donc le Hamas, devant son incompétence totale, car ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, c'est une crise humanitaire, devant cette incompétence totale, n'a comme recours, comme d'habitude, que de reporter le mécontentement vers Israël et d'essayer d'embraser les esprits, de créer, comme on le fait aussi en Cisjordanie, une nouvelle intifada, des émeutes contre les Israéliens, alors que ce sont eux les coupables. Mais les peuples gazaouis n'est pas dupe. Aujourd'hui, le Hamas a perdu de sa crédibilité. Et puis, d'un autre côté, il faut bien être clair, il y a une différence entre les dirigeants palestiniens et les dirigeants israéliens. Les dirigeants israéliens font la différence entre les civils et les gens armés. Nous avons des comptes à régler avec la branche militaire du Hamas, nous n'avons certainement aucun compte à régler avec les enfants de Gaza. Et donc, Israël est prête à faire un effort de soutien humanitaire, pas seulement l'électricité et l'eau qui sont de toute façon approvisionnées, mais en médicaments, en nourriture. Je pense que sur le plan stratégique, si déjà, nous devrions soutenir l'opposition
au Hamas au sein de Gaza. Il y a eu des manifestations, des émeutes des Gazaouis contre le Hamas qui ont été extrêmement violemment réprimées, un peu comme les émeutiers de Téhéran, enfin d'Iran. Nous devons soutenir cette opposition. Nous avons peut-être là une fenêtre d'opportunité pour mettre fin à la terreur et la tyrannie du Hamas sur Gaza. Et certainement, nous n'avons, aucun intérêt à une crise humanitaire. Nous voulons que les Gazaouis soient en bonne santé, bien nourris avec de l'emploi. C'est certainement le seul espoir de paix que nous avons. Voilà. Mais le Hamas, lui, table exactement sur le contraire. Merci Raphaël Jérusalemi. On poursuit avec cette opération de l'armée israélienne cette nuit en Cisjordanie. Tsahal est toujours à la recherche du meurtrier présumé du rabbin Raziel Sheva, tué le 9 janvier dernier alors qu'il circulait dans sa voiture près de l'implantation de Chavad Gilad, là où il vivait. Océane Nicole. Ils sont des dizaines rassemblés dans ce village palestinien. À coups de cocktails Molotov et de jets de pierre, ces jeunes défient les forces de sécurité israéliennes. Nous sommes à Bourkine, en Cisjordanie, à quelques kilomètres de la ville de Jenin. C'est ici qu'une opération antiterroriste est lancée. Toutes les forces israéliennes sont concernées, la police des frontières, l'armée, les forces élites ou encore le Shabak, les services de sécurité intérieure. Une opération de grande ampleur qui vise à retrouver Ahmad Jarrar, 22 ans, un des membres responsables du meurtre du rabbin Raziel Sheva le 9 janvier dernier. Mais sur place, des heurts violents éclatent entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes. Plusieurs Palestiniens sont blessés. Plus tard dans la soirée, le ministère palestinien de la Santé annonce la mort de l'un d'entre eux, âgé de 19 ans, qui succombera à ses blessures. Le raid israélien aura duré plusieurs heures. Des maisons ont été fouillées. 4 personnes sont arrêtées, dont le frère et l'épouse d'Ahmed Jarrar. Le 9 janvier dernier, le rabbin Raziel Sheva, 35 ans, avait été tué par balle près de l'implantation de Chavad Gilad en Cisjordanie. Depuis, toutes les forces de sécurité israéliennes sont mobilisées pour retrouver les auteurs de l'attaque. Déjà le 18 janvier dernier, un raid avait été mené par les forces israéliennes. L'un des meurtriers du rabbin avait été abattu. 2 suspects ont également été arrêtés. Et on rejoint Mathias Inbar. Alors pourquoi la recherche du suspect prend autant de temps? On vous écoute. Oui Elsa, les recherches prennent du temps tout simplement parce qu'il faut passer au peigne fin toute cette région de Jenin. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre, dans cette région, chaque maison a son histoire, chaque cave a son histoire. Voilà pourquoi l'opération qui s'est déroulée il y a une dizaine de jours a permis, oui, d'éliminer l'un des terroristes de cette cellule, d'en arrêter 2 autres, mais n'a pas permis d'arrêter le cerveau de l'opération, l'un des cadres, celui qui avait assassiné le rabbin Raziel Sheva. Et donc, les recherches continuent avec toutes les forces, c'est-à-dire les gardes frontières, les unités d'élite de l'armée israélienne, mais surtout le Shabak. Le Shabak, les services de sécurité intérieure dont on sait pertinemment, et il le sait pertinemment, que l'heure tourne. Et il faut ne pas confondre vitesse et précipitation. Souvenez-vous, sans doute, Elsa, cela s'était passé en juin 2014. 2 terroristes, Kawasme et Abou Aïché du Hamas, enlevés et assassinés 3 adolescents à l'époque israéliens. Cela a mis 3 mois pour les retrouver dans une cave, cachée dans une cave dans la ville de Hébron, en plein cœur d'un des secteurs dominés par le Hamas. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut pour les forces de sécurité, c'est tout simplement recomposer le puzzle de cette cellule terroriste, casser, percer le rideau de ce dernier, de Ahmed Jarrar. La raison pour laquelle d'ailleurs, hier, de nouveau, le frère de ce terroriste a été arrêté, tout simplement pour le faire parler, le pousser à la faute et donc, enfin, l'arrêter. Et en réponse à cet attentat, Benyamin Netanyahou a annoncé la légalisation de Chavad Gilad, avant-poste d'où était originaire la victime. Daniel Haïk, bonsoir. Pourquoi le gouvernement a-t-il pris cette décision ?
Eh bien, tout d'abord parce que Binyamin Netanyahou n'avait pris l'engagement après la demande expresse et publique de Yael Shevar au lendemain de l'assassinat de son mari. Elle l'avait demandé au Premier ministre de légaliser cette localité dans laquelle elle habite. Elle vivait avec son mari et ses enfants. Et donc Binyamin Netanyahou a voulu d'abord accéder à cette demande de Yael Shevar en affirmant, avec un message très fort, en affirmant que si, et c'est ce qu'il a dit le Premier ministre au début de la réunion du Conseil des ministres, en affirmant que si les assassins du rabbin Raziel Shevar avaient l'intention de nous briser, eh bien ils se sont trompés. Au contraire, eh bien nous sortons plus forts de cette épreuve. Et Binyamin Netanyahou a donc voulu valider cette promesse qu'il avait faite il y a près d'un mois. Et puis Binyamin Netanyahou aurait voulu concrétiser cette promesse plus tôt, mais il y a eu la visite de Mike Pence en Israël et ensuite sa rencontre à Davos avec le président américain Donald Trump. Et d'une certaine manière, le Premier ministre ne voulait pas craindre de fâcher les dirigeants américains en prenant une telle décision. Il faut souligner que peut-être, eh bien, du côté américain, on n'est peut-être pas tout à fait satisfait de voir ce type de décision, mais Binyamin Netanyahou a donc attendu que les affaires se calment d'une certaine manière après ces rencontres à Davos pour concrétiser cette décision qui a été prise à l'unanimité aujourd'hui en Conseil des ministres. Et puis il faut le rappeler, cette décision s'inscrit dans le cadre d'une loi qui a été votée il y a un peu plus d'un an par la Knesset, par le Parlement israélien, et qui vise à justement légaliser l'ensemble des implantations sauvages. Alors justement, à quelle réaction américaine peut-on s'attendre ? Bien, écoutez, il est difficile d'imaginer. Il faut savoir que le contexte est dynamique et il change régulièrement. Ce qui était peut-être valable il y a 3 semaines ne l'est peut-être pas obligatoirement de la même manière aujourd'hui. Les Américains aujourd'hui sont très fâchés envers les Palestiniens qui ont fait l'affront de ne pas rencontrer Mike Pence durant sa visite dans la région. Il y a une sorte de coupure entre les Américains et les Palestiniens. Et alors que du côté israélien, eh bien, on l'a vu à travers la rencontre, la visite de Mike Pence, chaleureuse également, la rencontre entre Binyamin Netanyahou et Donald Trump à Davos, eh bien, le contact passe parfaitement. Et Binyamin Netanyahou, il est probable que le Premier ministre a su expliquer les raisons, les motivations de cette décision à l'administration Trump, en affirmant que dans le cas présent, eh bien, il s'agissait d'une réponse à une veuve, une exigence faite par une veuve qui venait de perdre son mari, et que peut-être du côté américain, eh bien, on comprend ce genre de décision, cette genre de réaction du gouvernement israélien dans de telles circonstances. Merci Daniel Haïk en direct de Jérusalem. Ce devait être la première rencontre entre de hauts dirigeants israéliens et palestiniens depuis la reconnaissance par Washington de Jérusalem comme capitale d'Israël. David Neyman, bonsoir. La rencontre donc prévue aujourd'hui entre Moshe Carlon, ministre israélien des Finances, et Rami Abdallah, Premier ministre palestinien, a finalement été reportée au tout dernier moment. Oui, effectivement, Elsa, officiellement un problème d'agenda, d'après le porte-parole de Moshe Carlon. La rencontre devait se dérouler ce matin à Jérusalem, d'ailleurs, au ministère des Finances, donc tout près de la Knesset. Et ce qu'on sait, c'est que les deux parties auraient convenu de reporter cette rencontre au lundi 19 février, donc dans 2 semaines, même si ça reste encore assez flou autour de cette date. Mais l'essentiel, eh bien, c'est que ce rendez-vous n'est donc pas annulé, simplement reporté. Et c'est ça qui est à souligner parce qu'effectivement, cela aurait été la toute première rencontre à ce niveau entre le leadership de Ramallah et le gouvernement israélien depuis cette fameuse déclaration de Donald Trump sur Jérusalem il y a maintenant 2 mois. Et justement, ce qui est intéressant, eh bien, c'est le contexte dans lequel s'inscrit ce rendez-vous, un contexte en fait de très forte pression économique et financière qui pèse aujourd'hui sur l'autorité palestinienne, pression qui découle en grande partie des décisions de Mahmoud Abbas qui a décidé, comme on le sait, de boycotter l'administration américaine suite aux propos de Donald Trump, un boycott qui n'a pas plu du côté de Washington, qui a décidé de geler la moitié de l'aide qu'elle verse à l'UNRWA, l'agence des réfugiés palestiniens, très active notamment à Gaza, avec forcément le risque d'une déstabilisation de ce territoire toujours contrôlé par le Hamas. Et donc cette situation, eh bien, elle peut aggraver les déséquilibres budgétaires chroniques au sein de l'autorité palestinienne qui n'est jamais parvenue à créer un modèle économique vraiment sérieux malgré l'importance de l'aide étrangère. D'ailleurs, il y a eu une réunion d'urgence des pays donateurs aux Palestiniens pas plus tard que mercredi dernier et on comprend que dos au mur, les Palestiniens cherchent aujourd'hui des moyens de renforcer un petit peu leur économie et cette rencontre entrait justement dans cet objectif. Donc encore une fois, il y a ce décalage entre le ton, les postures officielles actuelles assez dures de l'autorité palestinienne et puis la réalité concrète qui veut que les principaux soutiens financiers des Palestiniens, eh bien, ce ne sont pas les pays arabes, mais ce sont bien les États-Unis
États-Unis, devant l'Europe d'ailleurs. Et puis même chose sur le plan commercial, le partenaire numéro 1 de Ramallah, c'est évidemment son voisin israélien. Et donc l'idée, c'est de travailler sur des projets communs de coopération. Oui, tout à fait. Les domaines de coopération sont nombreux, on va les citer. D'ailleurs, pas plus tard que mardi dernier, ce même Moshe Carlon avait inauguré un nouveau scanner de fret au terminal de Allenby, donc au-dessus du Jourdain, qui doit permettre de doubler en fait le trafic de conteneurs entre la Jordanie et l'autorité palestinienne. Et c'était en présence du ministre palestinien de l'économie, Abir Odeh. Donc on comprend, le commerce bilatéral, c'est l'une des clés de cette relation. Israël, partenaire vital de Ramallah, puisqu'il absorbe, on le voit, les 4/5 des exportations palestiniennes. Il y a d'autres secteurs porteurs, évidemment, comme l'eau ou l'énergie. Et surtout, il y a un intérêt commun aujourd'hui à éviter un effondrement de l'économie palestinienne. Et c'est d'ailleurs ça qui a bien été saisi par les Américains, puisqu'on sait que Jason Greenblatt, l'émissaire de Donald Trump pour le Proche-Orient, ne cesse de plaider en faveur d'une multiplication des partenariats entre Israéliens et Palestiniens, des économies qui sont par ailleurs complémentaires, on en a souvent parlé ici. Donc une fois de plus, ce scénario de faire avancer la paix par le biais de l'économie, et on voit que la bonne relation personnelle entre le patron du Trésor israélien, Moshe Carlon, et le Premier ministre palestinien, Rami Abdallah, eh bien, elle a son importance. Les deux hommes se sont rencontrés déjà 3 fois au cours de ces 8 derniers mois. C'est prometteur. Merci David Neyman. On poursuit avec cette information publiée par un quotidien américain. Selon le New York Times, Israël a mené plus de 100 frappes aériennes en Égypte avec l'accord des autorités égyptiennes en plus de 2 ans. En réaction, Benjamin Netanyahou a assuré que son pays ferait tout ce qui est nécessaire pour se défendre. Mathias Inbar. 100 fois en 2 ans. C'est le nombre d'opérations lancées par l'aviation israélienne contre des cibles de l'État islamique dans le Sinaï égyptien. Une information publiée par la rédaction du New York Times, mais ni confirmée ni infirmée par l'armée israélienne. Car le sujet est délicat tant au niveau diplomatique que militaire. Cela imposerait donc de facto une totale coopération ou du moins une entente tacite entre Jérusalem et le Caire. Selon le quotidien américain, c'est en octobre 2015 qu'Israël aurait commencé à prêter main forte à son voisin du Sud, juste après qu'un avion russe, avec à son bord 224 passagers, se soit écrasé dans la péninsule, résultat, selon les renseignements égyptiens, d'une attaque de l'État islamique. Ce sont d'actuels et d'anciens agents de renseignement américains et britanniques, directement impliqués dans la lutte antiterroriste dans la région, qui auraient dévoilé cette information. Depuis, la communion d'intérêts sécuritaires entre Israël et l'Égypte aurait donc incité les deux pays à agir et se transmettre des informations concrètes. Du côté israélien, c'est via des drones et des hélicoptères de combat que des cellules de Daesh auraient été visées et touchées. L'État islamique a d'ailleurs affirmé que les tirs de 4 missiles vers la ville balnéaire d'Elat en février 2017 étaient en représailles aux frappes israéliennes. Alors Raphaël Jérusalemi, cette information concernant une collaboration entre le Caire et Jérusalem, est-ce qu'elle est surprenante ? Elle n'est pas surprenante, je ne la confirmerai pas, je ne l'affirmerai pas, car c'est possible. C'est possible dans la mesure où il y a, et ça on ne peut pas le nier, c'est pas un grand secret, une coopération très étroite entre les Égyptiens et les Israéliens sur le plan de la sécurité et de la défense en général, et tout particulièrement sur Gaza et le Sinaï. Le problème du Sinaï concerne les deux nations. Alors, dans l'article du New York Times, il y a des questions qui se posent. C'est par exemple, si les avions et les hélicoptères israéliens étaient sans marque de Tsahal et ils sont arrivés par le sud plutôt que par le nord pour qu'on ne sache pas qu'ils soient israéliens, alors il faudrait que ce soit les mêmes avions et hélicoptères que possède l'armée égyptienne. Or, l'armée égyptienne ne possède plus ou moins en commun avec nous, par exemple, le F-16 comme avion de combat, mais pas les autres avions. Eux, ils ont des Rafales, nous n'avons pas de Rafale. En hélicoptère, ils ont en commun avec nous les Apaches. Donc, si déjà cette information est véridique, les Iraniens ont utilisé des avions donc de même modèle que possédés par l'armée égyptienne. Secondo, le New York Times prétend que ce sont des agents secrets qui leur auraient dévoilé ceci. N'oublions pas qu'il y a dans le Sinaï une force internationale d'observateurs, le MFO, Multinational Force of Observers, américaine, qui depuis la paix très ancienne avec l'Égypte est dans le Sinaï afin de surveiller que les accords de cette paix soient respectés et que la démilitarisation entre guillemets du Sinaï soit respectée. En fin de compte, les Égyptiens, de par cet accord, à chaque fois qu'ils veulent faire entrer des tanks, des avions ou des troupes dans le Sinaï, demandent l'autorisation des Israéliens.
qui leur accordent en général automatiquement. Les Israéliens, d'eux-mêmes, demandent aux Égyptiens une autorisation de faire entrer des troupes ou de survoler le Sinaï aux Égyptiens, qui le leur accordent aussi. Voilà, donc ça c'est ce qui est possible. Maintenant, Daesh est effectivement présent dans le Sinaï, il est très très dangereux. C'est en fait le dernier morceau du califat qui tient la route. Mais n'oublions pas que Daesh n'est pas seul là, il y a une infrastructure très développée d'une quinzaine de mouvements salafistes, inclus Al-Qaïda, inclus d'autres mouvements salafistes qui sont très peu connus, qui se basent en plus sur la population locale bédouine, donc sur des chefs de tribus bédouins. Et là, vous avez un imbroglio, une mosaïque de mouvements terroristes, de tribus bédouines qui sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. On peut pas s'en sortir, donc très difficile de savoir qui est qui et le nombre de combattants sur le terrain. Mais il est certain, en tous les cas, ce que l'Union européenne dit, tout le monde le sait, Égypte et Israël ont le même intérêt de supprimer toute cette présence salafiste dans le Sinaï. Merci Raphaël Jérusalemi. Et puis cette information que l'on a appris aujourd'hui, le ministre de la Défense israélien a annoncé que des substances explosives avaient été découvertes la semaine dernière au passage frontalier de Kerem Shalom situé entre la bande de Gaza et Israël. Des journaux intimes, et pas n'importe lesquels, ceux de l'ancien dirigeant palestinien Yasser Arafat viennent d'être publiés. Ils révèlent un accord secret passé avec l'Italie afin d'épargner le pays d'attaques terroristes palestiniennes. C'est ce que rapporte un quotidien italien. Océane Nicole. Rome et Ramallah, liés par un pacte secret, c'est ce que révèle le quotidien italien L'Espresso. Une révélation basée sur les journaux intimes de Yasser Arafat. Le média assure qu'un accord aurait été passé entre les deux pays, dans lequel le leader palestinien s'engage à épargner l'Italie d'attaques terroristes. Les 19 volumes des écrits de Yasser Arafat ont récemment été vendus à une fondation française afin qu'ils soient étudiés. Des journaux intimes dans lesquels il livre ses pensées et sa vision du monde. Pour lui, l'Italie est une rive palestinienne de la Méditerranée. Ces écrits confirment donc un pacte de non-agression mutuelle entre les autorités de Rome et de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce serait grâce à cet accord qu'en 1985, les autorités italiennes auraient laissé s'échapper les terroristes responsables du détournement du paquebot italien Achille Lauro, où un juif américain avait été tué. Écrit entre 1985 et sa mort, les carnets de Yasser Arafat révèlent aussi que l'ancien dirigeant palestinien aurait aidé l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi à échapper à des poursuites de fraude. Dans ses journaux intimes, l'ancien leader du Fatah évoque aussi l'ancien président israélien Shimon Peres, une belle personne qui sert de parfaite décoration, une personne inutile selon les mots de Yasser Arafat. Et j'accueille sur ce plateau un ancien ambassadeur d'Israël en Italie, Avi Pazner, bonsoir. Bonsoir Elsa. Vous étiez en poste de 1991 à 1995. Est-ce que vous aviez connaissance de ce pacte? Il y avait des rumeurs, n'est-ce pas? Je dois dire que ce pacte était assez ancien. Il datait de 73. En 73, si vous vous rappelez, 72, 73, il y avait eu une cumulation d'actes de terrorisme de la part d'Arafat et de ses acolytes. Le massacre des athlètes israéliens à Munich, à Vienne, l'attaque contre les trains de nouveaux immigrants venant de l'ex-Union soviétique. C'est-à-dire, 73, c'était un temps où l'OLP était extrêmement actif en terrorisme. Et l'Italie, avec son Premier ministre, qui dans le temps était Aldo Moro, avait signé un pacte, je peux même dire, une entente avec l'OLP, que tant qu'ils ne font pas d'opération en Italie même, ils auront le soutien du gouvernement israélien. C'est un pacte ultra secret. Il n'a jamais été révélé, on ne connaît pas les détails, mais c'est un fait. On connaît les faits. À part une attaque contre la synagogue de Rome en 1983, qui a fait 4 morts et des dizaines de blessés, il n'y a pas eu d'attaque de l'OLP en Italie. Nada. Rien. Cet accord est étonnant au regard de la position de l'Italie sur le conflit israélo-palestinien. Maintenant, oui, maintenant, il y a une autre position italienne. Elle est différente. Mais je vous rappelle que c'était l'Italie du temps de la démocratie chrétienne d'Andreotti,
des socialistes de Bettino Craxi, qui étaient violemment anti-israéliens, Bettino Craxi, et qui avaient fait alliance avec les communistes, qui à ce moment-là représentaient le 25% de l'électorat italien. Donc il y avait en Italie dans les années 70, début des années 80, un vent qui soufflait à l'encontre d'Israël et qui a fini par un pacte avec l'OLP pour qu'il n'y ait pas de terrorisme. Et est-ce que ce type de pacte aurait pu être passé avec d'autres pays européens peut-être? Écoutez, il y a eu des rumeurs, il y a eu beaucoup de rumeurs avec l'Espagne par exemple, il y a eu des rumeurs d'Espagne, ça n'a jamais été confirmé. Il y a eu d'autres rumeurs que, évidemment, dans les pays de l'Est, il n'y a pas eu d'attaque contre Israéliens. Mais l'Italie, c'est peut-être le seul exemple où c'est vrai, le pacte n'a jamais été révélé. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été révélé. Mais tout le monde savait. Vous parliez avec tout le monde, on vous parlait de cette entente, pas de pacte. Vous parlez d'une entente, on parle sur les mêmes longueurs d'onde avec l'OLP, pour que l'Italie soit épargnée d'attaques anti-israéliennes. Et c'est vrai, il y en a eu relativement peu. Je vous ai dit, il y en a une majeure, qui d'ailleurs, Arafat avait alors déclaré, avait démenti qu'il s'agissait de l'OLP, avait dit c'est une autre organisation palestinienne qui a fait ça. C'est possible. Alors ce pacte, vous l'avez dit, a fait longuement l'objet de rumeurs. Pourquoi cette information n'est révélée que maintenant, finalement? Parce que c'est Arafat, il y a eu cette révélation maintenant dans les mémoires d'Arafat. C'est quelque chose, en Italie, on n'en parlait pas. C'était tabou. Mais moi, quand j'étais en Italie, l'Italie était déjà beaucoup plus pro-israélienne. D'ailleurs, avec le gouvernement Berlusconi, ils étaient nettement pro-israéliens. Mais on parlait de ce pacte seulement sous feu couvert. On parlait comme peut-être un peu comme on peut parler d'un péché du passé, on évitait d'en parler. Mais l'Italie était devenue, dans les années 90, 2000, et puis, une des plus grandes amies d'Israël jusqu'à ce jour en Europe. Ce n'était pas le cas, malheureusement, dans les années 70 et 80, où l'Italie cherchait à se rapprocher, pas seulement des Palestiniens, mais de tous les pays arabes du nord de l'Afrique. Merci beaucoup, Avi Pazner. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques minutes. Ils sont au cœur de l'actualité internationale, mosaïque de peuples et de cultures. Le monde arabe et le Moyen-Orient passionnent, captivent et inquiètent. Le Mag-Orient revient dans un format plus long, durant 1 heure, chaque semaine. Nous vous donnons rendez-vous pour décrypter cet Orient si complexe, tous les jeudis à 22h05 sur i25 News. Notre monde est de plus en plus connecté. 6,5 millions de périphériques Wi-Fi sont maintenant expédiés tous les jours. Et le trafic Internet mondial des consommateurs augmente de façon exponentielle. Nous concevons des produits de divertissement et de communication mobile personnalisés révolutionnaires qui relient des millions d'individus et des milliards de périphériques autour du globe. Nous sommes Aris et nous sommes le moteur de votre monde numérique. Et si vous passiez à la banque en ligne qui vous simplifie vraiment la vie? Chez Before Bank, le compte bancaire est sans frais et en plus la carte Visa Premier est gratuite à vie. Before Bank, mon banquier, c'est moi. Et 130 € offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret. T'as pris le fromage à raclette? D'après toi? La charcuterie? Les patates? Cornichons? Faites plutôt vos courses sur Sherpa.net et retrouvez-les en station. Sherpa, les supermarchés de montagne. Hop, 500 € offerts sur votre voyage en vous inscrivant avant le 18 février sur avasvoyage.fr. Ma voiture est en révision, elle est immobilisée. Tu m'excuseras auprès de ta mère? Bah voyons, avec le véhicule de remplacement, ce genre d'excuses. Non, rien. Oh, d'ailleurs, il est prêt. Alors, embrasse fort ta maman. La révision de votre voiture ne sera plus une excuse. Non, ne la passe pas. Révision Renault avec près d'un véhicule inclus.
Roche-Beaubois, French Art de vivre. Une voix pour les guider, leur voix pour débattre. Ils sont des ambassadeurs reconnus du monde politique, économique ou culturel et ils parlent sans filtre et sans présentateur. Plongez avec eux dans une discussion à cœur ouvert, les ambassadeurs sur i24 News. Retour sur le plateau d'i24 News. Bonsoir à tous. L'autorité israélienne de la population et de l'immigration a émis des avis d'expulsion à des milliers de migrants et demandeurs d'asile, principalement d'origine érythréenne et soudanaise, amorçant ainsi le programme gouvernemental d'expulsion du territoire israélien de 38 000 migrants africains illégaux. Charlotte Ozer. Voici le courrier distribué par le Bureau israélien de l'immigration à des centaines de demandeurs d'asile érythréens et soudanais. Il leur a été remis ce dimanche alors qu'ils attendaient dans les bureaux du ministère de l'Intérieur à Bnei Brak afin de renouveler leur visa. La lettre leur indique qu'ils n'ont plus que 60 jours pour quitter le pays. Leur aller sans retour est prise en charge par l'État hébreu. Ils seront envoyés vers un pays africain que le courrier ne précise pas. Selon des médias israéliens, il s'agirait de l'Ouganda et du Rwanda. L'État hébreu a décidé en début d'année d'imposer aux 38 000 migrants africains illégaux et demandeurs d'asile présents dans le pays de choisir entre expulsion et incarcération. Ceux qui accepteront de partir se verront remettre un billet d'avion et près de 3 000 €. À partir du 1er avril prochain, les autres seront emprisonnés pour une durée indéterminée. Reste un bémol, les représentants pénitentiaires affirment qu'il n'y a pas assez de place dans les prisons pour accueillir ces nouveaux pensionnaires. Cette mesure a été très bien accueillie par les partis de droite et aussi par les habitants israéliens du sud de Tel Aviv, où vivent 90% des demandeurs d'asile africains. Les résidents les accusent d'avoir fait augmenter le taux de criminalité dans le quartier. De nombreuses voix s'élèvent toutefois contre la décision de Benyamin Netanyahou. Ambassadeur, survivant de la Shoah, écrivain, médecin, pilote d'El-Al, même le musée de Yad Vashem. Tous exhortent le Premier ministre à abandonner son plan d'expulsion. À Tel Aviv et à Jérusalem, plusieurs manifestations se sont organisées la semaine dernière afin d'apporter du soutien aux demandeurs d'asile érythréens et soudanais. Face à la mobilisation populaire, le gouvernement a consenti à quelques compromis. Seuls les hommes célibataires qui n'ont pas déposé de demande d'asile avant le 1er janvier 2018 sont éligibles à une expulsion. Retour à présent sur cette information qui avait fait la une des médias français la semaine dernière et fait réagir au plus haut rang du côté des autorités. L'agression d'un petit garçon juif de 8 ans à Sarcelles, une agression antisémite qui vient s'ajouter à une liste de plus en plus longue. Retour sur les faits en images. Encore un acte à caractère antisémite. L'agression d'un garçon portant une kippa à Sarcelles suscite l'indignation, d'autant qu'on observe un regain d'actes antisémites ces dernières semaines. L'antisémitisme dans ce pays existe, il est ancré et il se développe également. Et régulièrement, nous avons des poussées, des tensions antisémites comme ça qui explosent à un moment auquel nous nous attendons pas forcément. Il n'y a pas de tension particulière en ville. Mais là, voilà, 2 agressions en 15 jours gratuites contre les membres de la communauté juive et avant-hier contre un enfant de 8 ans qui, en fin de journée, se promenait dans une rue passante et qui allait prendre des cours. La précédente attaque de ce type a effectivement eu lieu le 10 janvier dernier, sans que le mobile antisémite soit retenu par le parquet. Une écolière juive qui se rendait au lycée avait été frappée au visage par un agresseur encapuchonné à Sarcelles. Qu'est-ce qui nous inquiète, c'est la dégradation de la situation. Qu'est-ce qui nous inquiète, c'est que notre communauté qui commence à prendre peur s'alarme et fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est quitter Sarcelles. En septembre dernier, le fantasme du juif riche fait une nouvelle victime, cette fois à Livry-Gargan en Seine-Saint-Denis. Roger Pinto et sa famille sont victimes d'une agression et d'un cambriolage en raison de leur confession juive. Ce qui nous a beaucoup frappé, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand ils sont rentrés, ils nous ont dit, ma femme leur a dit,
nous n'avons rien à vous donner. Il leur a dit si vous êtes juif, vous avez beaucoup d'argent. En novembre, la stèle à la mémoire d'Ilan Halimi est une nouvelle fois dégradée par des inscriptions antisémites. Une centaine de personnes se rassemblent à Bagneux dans les Hauts-de-Seine pour rendre hommage aux jeunes juifs tués en 2006 par le gang des barbares. On a déjà fait ça il y a 2 ans, lorsqu'elle avait déjà été endommagée. Là, elle est taguée encore pour des motifs antisémites. Je voudrais rappeler aussi qu'il y a un terreau de l'antisémitisme qui se nourrit d'un certain nombre de faits. On continue à attaquer les juifs pour un certain nombre de raisons plus folles les unes que les autres. Et dans ces raisons, il y a aussi l'antisionisme. Selon le ministère de l'Intérieur, le recul des actes antisémites est de 7% sur les 11 premiers mois de l'année 2017. Les agressions sont moins nombreuses, mais plus violentes. En témoigne le meurtre de Sarah Halimi en avril 2017. Et pour en parler, j'accueille en plateau notre invité, Arié Bensemoun. Bonsoir. Vous êtes directeur d'Anet France et ancien responsable de la communauté juive de Toulouse au moment des attentats de l'école Ozar Hatorah. C'était en 2012. Alors on a constaté la semaine dernière la rapidité des réactions des politiques, notamment suite à cet incident à Sarcelles. Est-ce que les autorités françaises aujourd'hui n'ont plus peur de nommer les choses selon vous ? Je pense qu'elles sont toujours dans la même situation qui consiste à ne justement pas nommer les choses. Pendant l'affaire Sarah Halimi, et jusqu'à aujourd'hui encore, on voit la difficulté qu'il y a à reconnaître ce qu'on appelle la dimension antisémite d'un meurtre objectivement qui participe et qui est motivé par la haine des juifs. Quand on défenestre une femme parce qu'elle est juive au cri de Allahu Akbar, alors on dit que ce n'est pas un acte antisémite. Mais peut-être parce qu'on n'emploie pas le bon mot. Au sens étymologique du terme, ce n'est pas un acte antisémite, mais c'est un acte profondément anti-juif, motivé par l'idéologie islamiste qui se trouve au cœur du Coran. Mais malheureusement, on est capable aujourd'hui de désigner, de nommer les victimes, mais on n'est pas capable de désigner les coupables parce qu'on ne veut pas les affronter. Et c'est là le problème auquel nous sommes confrontés. Quand le Premier ministre nous dit à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il y a effectivement un nouvel antisémitisme brutal et violent en France, j'espère qu'il ne vient pas de le découvrir alors que ça fait pratiquement 18 ans même temps que nous dénonçons cette haine des Juifs qui n'est pas simplement le renouveau de quelque chose que nous avions connu, mais qui est quelque chose de différent de ce à quoi en France et en Europe nous avons été touchés. Mais confrontés. De quoi parle-t-on? Quand on tue des Juifs, quand on les blesse, quand on les insulte, si on dit que c'est un acte antisémite, on le dit simplement pour pouvoir éviter de dire qui sont les véritables coupables. Qui sont les coupables aujourd'hui? Dans 99% des cas, ce sont des Arabes et des musulmans qui sont intoxiqués par l'idéologie islamiste. Mais cette idéologie-là, en France, on est toujours incapable de la nommer. Tout simplement parce qu'on ne veut pas la combattre. Alors on utilise ce mot qui était extrêmement confortable, c'est l'antisémitisme. Mais l'antisémitisme, ça ne veut rien dire en soi, si on ne le connecte pas à la réalité de ce à quoi on est confronté. Antisémitisme est un mot qui nous renvoie à une grille de lecture qui est celle de la Deuxième Guerre mondiale, de l'antisémitisme européen traditionnel, qui a succédé à l'antijudaïsme chrétien. Cette réalité-là n'a pas disparu, ni en France ni en Europe, mais elle est marginale. Aujourd'hui, si on veut nommer les choses, alors il faut dire que ce fameux nouvel antisémitisme, c'est simplement une haine des Juifs qui n'est pas nouvelle, elle a toujours existé dans le monde arabo-musulman, et il y a toutes ces fables selon lesquelles, entre Juifs et musulmans, en terre arabe, tout se passait très bien. Enfin, on oublie la Dima, on oublie le statut d'infériorité des Juifs, on oublie les persécutions, on oublie les pogroms, on oublie le fait que pour les musulmans en terre d'islam, les Juifs, comme les chrétiens d'ailleurs, ne sont pas des citoyens comme les autres. Et enfin, une dernière chose, lorsque l'on parle d'antisémitisme, on parle d'une haine qui est tournée uniquement vers les Juifs, dont les Juifs sont les seules victimes. Il n'y a pas d'antisémitisme lorsqu'un entre guillemets, chrétien français est attaqué, ou lorsque, par exemple, il y a eu l'attaque sur la promenade des Anglais à Nice. Parce que nous sommes là dans un phénomène qui touche l'ensemble de la population française, qui va bien au-delà des Juifs. Certes, les Juifs sont victimes, bien sûr. Est-ce qu'il reste une cible prioritaire? Ils sont toujours une cible prioritaire. Tous les totalitarismes à travers l'histoire ont toujours particulièrement ciblé les Juifs parce qu'on a toujours un contentieux particulier avec les Juifs qui, d'une certaine manière, incarne ce que l'on veut détruire, ce que l'on veut combattre. Mais aujourd'hui, ce à quoi nous sommes confrontés, ce sont des Juifs qui sont ciblés, mais
pas que des Juifs, des Français en général. On oublie le Bataclan, on oublie les militaires qui ont été tués avant les enfants d'Otsara Torah, on oublie les victimes de Nice, on oublie tous ceux qui sont morts uniquement parce qu'ils étaient Français, parce qu'ils n'étaient pas musulmans, parce qu'ils participaient d'une société libre, démocratique, égalitaire. C'est ça aujourd'hui l'idéologie contre laquelle nous devons nous battre. Mais pour se battre contre une idéologie, pour penser la problématique à laquelle nous sommes confrontés. Encore faut-il être capable de la verbaliser. Et ça donne tout son sens finalement à cette phrase de Camus, qu'on a si souvent répétée et dont on n'a tiré aucun enseignement. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est exactement ce que nous faisons. Et je dis même qu'au sein de la communauté juive, dans les institutions, on est complice d'une certaine manière de ce manquement à la vérité. Quand vous allez à Hypercacher, et il y a eu récemment une manifestation pour se souvenir, commémorer cet assassinat. Qu'y a-t-il marqué sur la plaque? Victime de l'antisémitisme. Vous croyez vraiment que ceux qui ont été assassinés à l'Hypercacher ont été victimes de l'antisémitisme? Non, ils ont été victimes du terrorisme islamiste. Et ce même terrorisme qui vise les juifs, mais qui vise aussi tous ceux qui ne sont pas musulmans, ou tous ceux, même parmi les musulmans, qui ne sont pas soumis à l'islam politique, à l'islam radical. Donc ce qu'on demande aujourd'hui au pouvoir politique, c'est d'avoir le courage de nommer clairement le mal, de dire que c'est dans le monde arabe et dans le monde musulman que cet islamisme se développe. Ce n'est pas faire de l'amalgame, au contraire, c'est d'abord commencer par rendre service à la grande majorité des musulmans qui ne sont pas des islamistes, mais qui se trouvent enfermés dans une situation qu'ils n'ont pas souhaitée. Et ils sont aussi les victimes de cela. Alors on nous dit toujours la grande majorité, mais vous savez, ce ne sont pas les majorités qui font l'histoire. C'est toujours la minorité, que ce soit à l'époque des nazis, que ce soit pendant la collaboration, que ce soit à tous les moments de l'histoire. Ce sont les minorités qu'on laisse agir qui finissent finalement par l'emporter face à cette majorité silencieuse qui, elle, eh bien, est là sans se poser trop de questions. Donc aujourd'hui, dire les choses, c'est faire exactement le contraire de ce que l'on fait, y compris chez les politiques, y compris dans la communauté juive. Merci beaucoup Ari Bensemoun. C'est demain à Bruxelles que Salah Abdeslam comparaîtra pour la première fois publiquement. L'unique djihadiste des attentats de novembre 2015 encore vivant, sera jugé toute la semaine pour sa participation présumée à la fusillade avec des policiers qui avaient mis fin à sa cavale en mars 2016. Lucas de Villepin. À accusé exceptionnel, mesures exceptionnelles. Dès lundi, Salah Abdeslam comparaît dans la capitale belge pour sa participation présumée dans une fusillade dans le quartier bruxellois de Forêt. C'était en mars 2016 lors de sa cavale. Pendant les 4 jours du procès, l'unique survivant des commandos du 13 novembre sera incarcéré dans cette prison française du Pas-de-Calais, à 130 km de Bruxelles. Ces trajets se feront sous l'escorte d'unités d'élite, par la route ou par hélicoptère. Plusieurs centaines de policiers doivent sécuriser les transferts et les abords du palais de justice. Des membres des unités spéciales seront présents dans la salle d'audience qui sera inspectée par des chiens renifleurs dans les heures précédant le début du procès. Après 3 mois de cavale, Salah Abdeslam avait été arrêté le 15 mars 2016 à Forêt. Les enquêteurs, venus pour une simple perquisition de routine, avaient par hasard découvert la planque du fugitif. 3 policiers avaient alors été blessés dans la fusillade qui avait suivi. L'arrestation de Salah Abdeslam avait précédé les attentats meurtriers à l'aéroport de Bruxelles. Pour la justice du pays, l'enjeu est donc d'éviter tout débordement, mais aussi de maintenir l'accusé en vie. Car Salah Abdeslam a été prêté à la Belgique par la France, qui doit aussi le juger pour son implication dans les attentats du 13 novembre. Et puis en Belgique, la police a arrêté un homme soupçonné d'avoir essayé d'écraser avec sa voiture un juif orthodoxe et un enfant dans une rue d'Anvers. L'incident qui s'est produit samedi matin a été filmé par des caméras de sécurité. Le conducteur serait d'origine étrangère. Il est soupçonné de tentative d'homicide involontaire. C'est sûrement l'indignation du week-end. Varsovie adopte une loi criminalisant toute mention d'une responsabilité polonaise dans l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, le signe d'une inquiétante dérive de l'Europe centrale et orientale pour certains. Une décision juste pour d'autres, justifiée par les Allemands notamment, dont la réaction a provoqué un véritable tollé. Regardez. Sigmar Gabriel insiste, le génocide organisé a été perpétré par notre pays et par aucun autre pays. En d'autres termes, l'Allemagne est la seule responsable des meurtres de masse de la Shoah.
Le ministre allemand des Affaires étrangères offre donc son soutien à la Pologne, dont la nouvelle loi sur la Shoah a provoqué un tollé diplomatique. Varsovie s'oppose aux formules telles que camp d'extermination polonais, qui suggèrent que l'État polonais ou la nation était impliqué dans l'exploitation des camps d'extermination nazis sur son territoire. L'objectif du texte est clair, préserver l'image de la Pologne. Il précise que le fait de dire ou de laisser entendre que le pays porte une part de responsabilité dans les crimes contre l'humanité commis par l'Allemagne nazie est passible de peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Assez pour provoquer la colère de l'ancienne ministre des Affaires étrangères israélienne. Pour Tzipi Livni, ce texte inacceptable est un crachat à la figure d'Israël, auquel l'État hébreu doit répondre fermement et présenter les documents prouvant les crimes des Polonais. Mis en avant aussi, notamment dans les médias américains, le timing malheureux du vote par la Chambre basse du Parlement fin janvier, à la veille de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. C'est désormais au tour du président polonais de promulguer la loi ou d'y mettre son veto. Le délai de 3 semaines accordé à Andrzej Duda expire ce lundi. Pour le chef des conservateurs au pouvoir, Jarosław Kaczynski, pas de doute, il s'est dit convaincu que le président validerait le texte. Rafi Eitan, ancien ministre israélien responsable du Mossad, a adressé un message public de soutien au parti souverainiste et anti-immigration alternative pour l'Allemagne. Il avait notamment conduit l'opération qui a permis de capturer le nazi Adolf Eichmann. Charlotte Ozer. C'est désormais l'heure des explications. Après avoir publiquement soutenu dans une vidéo le parti allemand d'extrême droite AfD, l'ancien ministre israélien Rafi Eitan justifie son choix. D'autant qu'il ne s'agit pas d'un simple soutien. L'homme de 91 ans dit s'exprimer au nom des Israéliens et fait part de son souhait d'étendre l'idéologie de l'AfD à toute l'Europe. Comprenez s'il vous plaît que nous tous en Israël apprécions votre attitude envers le judaïsme. Je suis sûr qu'au lieu d'une alternative pour l'Allemagne, vous pourriez devenir une alternative pour l'Europe. Aucun regret, aucune nuance, bien au contraire. Rafi Eitan continue de faire l'éloge du parti et de ses cadres, pourtant souvent accusés de vanter le passé nazi de l'Allemagne. Il assure n'avoir jamais entendu de remarques antisémites de leur part. Cette déclaration de Rafi Eitan n'est pas anodine. L'homme n'est pas qu'un ancien ministre. C'est lui qui dirigeait l'opération du Mossad, qui a conduit à la capture d'Adolf Eichmann et qui a permis de l'emmener en Israël en 1960 pour qu'il y soit jugé. Ces propos ont donc choqué et surpris les Israéliens, en premier lieu l'ambassadeur israélien en Allemagne. Il est difficile de croire que l'homme qui a capturé Eichmann et qui l'a conduit au tribunal en Israël est capable de défendre des représentants de l'extrême droite allemande qui admirent le passé nazi et qui ont même exprimé l'espoir de devenir une alternative pour l'Europe. C'est triste et c'est une honte. Rafi Eitan n'en est pas à son coup d'essai. Il avait déjà soutenu le leader du parti autrichien d'extrême droite FPO, un parti aux origines antisémites et nazies. Recep Tayyip Erdogan, qui sera en visite demain lundi en Italie, a rejeté toute option autre qu'une adhésion à l'UE, balayant la proposition française d'un simple partenariat. C'était dans un entretien publié aujourd'hui dans la Stampa. Marie-Peter. C'était une interview destinée à clarifier ses intentions. Le célèbre quotidien italien, la Stampa, a pu poser les questions qui fâchent au président turc. En premier lieu, les incertitudes qui pèsent sur les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Depuis la vaste purge qui a suivi le coup d'État manqué de juillet dernier en Turquie, les Européens se sont montrés très réticents à ouvrir de nouvelles discussions. Le président français a même suggéré un simple partenariat à Recep Tayyip Erdogan lors de sa visite à Paris début janvier. Mais le président turc persiste, c'est l'adhésion ou rien et il n'est pas à court d'arguments. Nous sommes importants pour arrêter les migrants qui, de l'Orient, se dirigent vers l'Europe et aussi pour garantir la stabilité et la sécurité de l'Europe. Lors de la signature d'un accord migratoire entre Bruxelles et Ankara en mars 2016, la Turquie s'était engagée à garder les candidats à l'Europe sur son sol, en échange notamment d'une reprise des négociations d'adhésion. Depuis, à chaque fois que les discussions patinent, Recep Tayyip Erdogan menace d'ouvrir les vannes, ce dont l'Europe ne veut pas, d'autant que des djihadistes pourraient infiltrer un éventuel nouveau flux de migrants. Dans l'interview accordée à nos confrères de la Stampa, le président turc lie ouvertement le dossier des migrants à celui de la lutte contre le terrorisme. Nous dédions de grands efforts à combattre des organisations terroristes comme le PKK, les YPG et Daesh.
Erdogan entend bien aider l'Europe à combattre les terroristes de Daesh si Bruxelles ne l'empêche pas de désigner ses cibles à lui, notamment les combattants kurdes d'Afrine contre lesquels il a lancé l'opération Rameau d'Olivier. Enfin, le président turc n'a pas oublié d'aborder les sujets qui rapprochent. Il doit aussi rencontrer le pape François qu'il souhaite remercier pour avoir contesté la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Selon Erdogan, le pape, l'Europe et lui-même partagent la volonté commune de défendre le statu quo en vigueur sur les lieux saints de la ville. Israël, de son côté, a affirmé à de multiples reprises n'avoir aucune intention de modifier ce statu quo. En Syrie, une assemblée de chrétiens a participé ce samedi à la première messe depuis des années dans l'église ravagée de Sainte-Marie à Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Deir ez-Zor qui a été le théâtre de violents combats, notamment après la prise de la ville par les rebelles, puis par l'État islamique. Anna Papiashvili. L'image paraît presque irréelle, celle de cette église en ruine, où les impacts de balles côtoient des restes de roquettes. Nous sommes dans l'est de la Syrie, à Deir ez-Zor. Et c'est la première fois en 6 ans qu'une messe a été célébrée ce samedi dans l'église de Sainte-Marie. Dans cet édifice ravagé, une vingtaine de fidèles ont tenu à participer à l'office. Nous, les chrétiens, nous resterons, car notre terre est ici, nos racines sont ici. Quoi que fassent les terroristes, nous n'abandonnerons pas notre pays, la Syrie. Deir ez-Zor a été le théâtre de violents combats. D'abord lorsque les rebelles ont conquis une partie de la ville en 2012. Une situation qui a encore empiré lorsque le groupe État islamique a pris le contrôle de la région en 2014. L'armée syrienne a enfin repris la ville en novembre 2017. Des religieux musulmans ont voulu manifester leur soutien en venant participer à cette messe. Pour les fidèles chrétiens, la Syrie reste une terre multiculturelle. J'ai eu la force de rester dans cette ville pour exprimer son tissu social, pour qu'il ne soit pas perdu, même si une seule personne l'exprime, car en Syrie, notre tissu social était coloré et il y a de la coexistence. Une cérémonie modeste, quelques cierges et derrière une petite table recouverte d'un tissu blanc, l'archevêque de la communauté a tenu à adresser un message aux terroristes. Nous préservons la terre de nos aïeux et nous y resterons. Nous envoyons cette image au monde entier, aux terroristes qui sont venus le détruire. Ils n'ont détruit que la pierre, mais ils ne peuvent pas détruire les idées de l'humanité. Avant la révolution syrienne de 2011, environ 3000 chrétiens vivaient à Deir ez-Zor. La majorité a fui les combats. Uma Thurman, égérie du réalisateur Quentin Tarantino et proche d'Harvey Weinstein, a rejoint la liste des actrices qui accusent le producteur des chutes d'Hollywood d'agression, détaillant notamment sa colère et sa déception envers un homme qu'il avait prise sous son aile. C'est dans une interview publiée ce samedi par le New York Times qu'Uma Thurman prend la parole. Elle accuse à son tour Harvey Weinstein d'agression. Les faits se seraient déroulés après la sortie du film Pulp Fiction en 1994. Culpabilité et difficulté à témoigner, l'actrice livre au quotidien américain un récit poignant et hautement symbolique au moment même où la parole des femmes se libère. Les premiers mots de l'article sont sans équivoque. Elle a été violée, agressée sexuellement, mutilée, trahie par ceux en qui elle avait confiance. C'est après un rendez-vous de travail à Paris qu'Harvey Weinstein a invité l'actrice dans sa chambre, puis dans le sauna d'un hôtel. Puis, Uma Thurman a retrouvé son producteur, à Londres cette fois-ci, également dans sa chambre d'hôtel, et c'est là que tout a basculé. Il m'a poussée et a essayé de se jeter sur moi et de se déshabiller. Il a fait plein de choses désagréables, raconte-t-elle dans l'interview. Réaction immédiate du porte-parole de l'ancien producteur qui suit actuellement une thérapie dans l'Arizona. Dans un communiqué, il explique que M. Weinstein reconnaît avoir fait des avances à Mme Thurman après avoir mal interprété son attitude à Paris. Il s'est immédiatement excusé, mais s'interroge aujourd'hui sur les raisons pour lesquelles Uma Thurman a attendu 25 ans pour rendre publiques ses allégations. Deux des plus gros succès cinématographiques d'Uma Thurman, Pulp Fiction et Kill Bill, ont été réalisés par Quentin Tarantino et produits par Harvey Weinstein, alors que le duo était à l'époque l'un des plus puissants d'Hollywood. Uma Thurman explique avoir raconté l'agression dont elle a été victime à Quentin Tarantino sans qu'il ne la prenne au sérieux. Dernièrement, le réalisateur a reconnu avoir été au courant depuis de longues années des agissements du producteur, accusé de harcèlement sexuel et de viol par près de 40 actrices, mais n'avoir pas agi en conséquence. En octobre dernier, lorsque le scandale Weinstein a éclaté, Uma Thurman déclarait vouloir prendre son temps avant de s'exprimer à ce sujet. Désormais, c'est chose faite.
Un mot de sport à présent, on retrouve Jean-Philippe Lustig, consultant sportif. Bonsoir. Alors on attend cette nuit la finale du Super Bowl entre les Patriots de la New England, donnés grands favoris, et les Eagles de Philadelphie. Pourquoi cet événement est si important ? Depuis 52 ans, donc, le Super Bowl permet à l'équipe qui a remporté à la fois le championnat, donc la National Football League, et l'équipe donc américaine de la Ligue américaine, donc ce sont deux ligues différentes, pour une grande finale. C'est l'événement le plus important sur le territoire américain, c'est un événement hors norme. D'abord les droits télé. Il faut savoir que le football américain est diffusé sur les plus grands networks et qu'il paye plusieurs milliards de dollars pour une demi-année, parce que la saison de football américain commence début septembre et donc se termine par le Super Bowl, la première semaine de février. Premier élément. Le spectacle du Super Bowl est un spectacle colossal. À la mi-temps, c'est toujours une superstar, donc de la musique, rock ou pop. Cette année, ce sera Justin Timberlake. On sait qu'en 2004, il s'était produit sur la scène et il y avait également Janet Jackson qui était à ses côtés. Vous vous souvenez, lorsque le sein avait été soulevé, ça avait choqué tout le monde et l'Amérique. Donc il se retrouve 14 ans plus tard, à nouveau Justin Timberlake pour un show colossal. L'argent généré par le Super Bowl au niveau de la publicité, ce sont 400 millions de dollars pour 4h30 de show qui va donc commencer à partir de minuit 30. La finale a lieu à Minneapolis. Et également, on considère qu'il y a plus de 110 millions de téléspectateurs qui assistent à ce spectacle hors norme. Donc, un spectacle diffusé dans 170 pays, mais qui n'a pas la même dimension que sur les territoires américains parce qu'il génère les plus grosses audiences. Parmi les 10 plus grosses audiences, tout programme confondu, 7 sont dus au Super Bowl. Donc c'est un spectacle sportif hors norme du sport numéro 1 qui est le football américain. Et tous les regards sont braqués sur Tom Brady, c'est un peu le Ronaldo du football américain. Alors, Ronaldo, Roger Federer, bref, c'est certainement l'équivalent des plus grandes stars du sport mondial. C'est un champion qui a 40 ans, il y en aura 41 au mois d'août. Et s'il gagne ce soir, il remportera son 6e Super Bowl. Il était le plus jeune à remporter il y a 14 ans. 16 ans pour être précis, il avait 24 ans à l'époque et il en aura donc, il a déjà remporté l'an dernier, il a déjà remporté 5, s'il remporte une 6e victoire, il sera le seul au monde à avoir remporté 6 fois donc le Super Bowl. Sa position sur le terrain, c'est celle du quarterback. Je ne vais pas vous faire un cours de football américain, c'est un peu complexe, mais c'est à la fois le stratège, c'est la tête pensante, c'est le bras armé, celui qui crée la différence, celui qui crée à chaque fois l'inspiration et qui permet à son équipe de s'imposer. C'est le leader. Sans lui, sans le quarterback de génie, il n'y a pas d'équipe victorieuse. Et donc le binôme, les New England Patriots, l'équipe de Nouvelle-Angleterre qui est favorite devant l'équipe de Philadelphie, grâce à Tom Brady, par favori. Et puis Brady, c'est également le mari de Gisele Bündchen, le célèbre mannequin. Il a 3 enfants, c'est le copain de Donald Trump. Il a gagné plus de 200 millions de dollars sur les terrains. C'est une icône du sport américain qui était un génial joueur à 24 ans et qui est tout autant encore en fin de carrière à plus de 40 ans. C'est un phénomène de longévité, donc il y a un élément de comparaison avec Federer ou avec Ronaldo par exemple. Donc voilà, c'est assez judicieux de faire ce type de comparaison. Et puis très rapidement, un mot de tennis avec la Coupe Davis. Israël a battu l'Afrique du Sud dans un contexte hostile. Oui, j'en avais parlé jeudi sur i24 News. Donc, il y a eu le mouvement anti-israélien, le BDS, qui a tenté de manifester, qui ont manifesté, c'était plus de 200. Mais Israël a réussi à s'imposer dans ce contexte hostile à Durban, qui a déjà un lourd passé vis-à-vis d'Israël, malheureusement, cette ville d'Afrique du Sud. Ils ont éliminé l'Afrique du Sud dans le groupe 1, 3 victoires à 2, c'est une belle performance. Ils sont qualifiés pour le tour suivant, la rencontre la République tchèque, entre le 6 et le 7 avril prochain, ce sera en Tchécoslovaquie. Merci Jean-Philippe Lustig et merci à vous d'avoir suivi cette heure d'information en direct. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour un nouveau flash d'information. i24 News, voir plus loin. Dis papa, on conduit comment dans le futur ?
Scénic, la technologie au quotidien. Renault Scénic. Découvrez la nouvelle génération de moteurs essence disponible en boîte automatique EDC et profitez d'une reprise de votre véhicule plus 4 000 €. Pour Alex, son père est un héros. Même quand il est à l'autre bout du monde pour optimiser la consommation d'énergie des bâtiments les plus modernes, il est toujours à ses côtés. Delta Door. Smart is the new power. Schuco crée vos fenêtres sur mesure. Il y a celles qui donnent envie de profiter d'aujourd'hui ou qui donnent l'impression d'être déjà demain. Des fenêtres qui vous protègent, qui racontent des histoires ou qui vous donnent envie d'inventer les vôtres. Schuco, des fenêtres design, isolantes et durables. Schuco, des fenêtres ouvertes sur la vie. Et si vous passiez à la banque en ligne qui vous simplifie vraiment la vie? Chez Before Bank, le compte bancaire est sans frais et en plus la carte Visa Premier est gratuite à vie. Before Bank, mon banquier, c'est moi. Et 130 € offerts pour une première ouverture d'un compte bancaire et d'un livret. I24 News, voir plus loin.